Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Break. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que vous l'aurez remarqué, on est le matin. On a changé les horaires. On a un peu perturbé notre horaire pour accueillir notre invité du jour, Thomas Dermine, donc secrétaire d'État pour la relance, les investissements stratégiques et chargé de la politique scientifique au gouvernement fédéral. J'ai rien à oublier ? Je pense pas. Merci en tout cas de m'accueillir le matin. Ça change de prendre un petit café avec vous le matin. Un petit café avec nous pour ce dernier break de la saison, puisque après on fera une pause pendant juillet-août, et donc on est très très heureux de t'accueillir pour ce dernier. On va commencer tout de suite. Alors, première question, on va parler de ton parcours atypique. Comment tu peux expliquer finalement le démarrage chez McKinsey, consultant chez McKinsey, et aujourd'hui président fédéral du Parti socialiste de la Fédération de Charleroi. Comment finalement, en quelques minutes, tu pourrais nous expliquer ce parcours qui est, on peut le dire, atypique? Ouais, c'est vrai. Bah écoute, moi j'ai grandi à Charleroi avec des parents pour lesquels le côté social était vraiment important. Mon papa est dans le secteur médical, ma maman est enseignante. Et puis j'ai eu effectivement un parcours où j'ai étudié ingénieur de gestion à l'ULB et puis dans une boîte de consultance privée. En parallèle, j'ai fait sciences politiques où j'ai eu... la vie, il y a une dose de hasard et j'ai eu le hasard de rencontrer notre Paul Magnette comme prof en fait quand il était prof à l'ULB. Et dans toutes mes études, j'ai toujours été hyper attentif et vigilant et j'ai toujours adoré étudier les questions qui sont liées au développement économique de Charleroi. Je sais pas pourquoi, il y en a qui rêvent d'être footballeur, il y en a qui rêvent d'être pompier. Moi, je me suis toujours dit, tiens, à un moment, si je peux travailler sur des enjeux qui sont liés au développement de Charleroi, ça m'intéresserait. Et donc, effectivement, après ce début de parcours, je dirais assez classique pour quelqu'un qui a étudié le commerce, etc. Un peu le hasard, je suis revenu à Charleroi pour travailler sur les enjeux dans le cadre du plan catch. Et puis, tu sais, on essaie toujours de faire des grandes explications, mais il y a aussi une fait de dire, tiens, tu te prends au jeu, tu te dis, tiens, est-ce que je peux défendre mes convictions? Est-ce que la politique, c'est pas le meilleur moyen de le faire? Et puis les choses se sont enchaînées, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je regrette pas du tout, quelque part, ce virage. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que à partir de la politique, et on le voit, notre génération, on peut vraiment essayer de faire bouger les choses, se battre pour des valeurs qui traversent le temps et qu'on est fier de défendre autour de la solidarité, l'importance du travail, l'importance de se dire, tiens, dans la vie, tout le monde n'a pas les mêmes chances et il faut avoir une société juste qui redistribue finalement les cartes qui parfois sont mal distribuées à la naissance. Et justement, tu es en backstage du monde politique depuis plusieurs années, donc tu as exercé diverses fonctions. Qu'est-ce qui t'a motivé à pratiquer ce métier dans un rôle de premier plan en tant que secrétaire d'État ? Je t'avoue que c'était pas évident parce que c'est vrai que j'ai commencé dans un rôle de backstage exactement et là je dirais si moi j'étais en backstage, le chanteur sur la scène c'était Paul Magnette quand il était quand il est passé président du PS et que je suis devenu ce qu'on appelle directeur du centre de Institut Émile van der Velde qui est un peu le centre d'études du parti, et notamment j'ai travaillé avec Paul Magnette dans le cadre des négociations parce qu'il faut le dire, t'as participé à toutes les négociations en tant que directeur de l'IEV. Oui, tout à fait. Donc c'est le Paul Magnette qui faisait l'essentiel du boulot et qui faisait les négociations. Mais nous, on faisait tout le travail sur les notes, sur la préparation, ce qui est absolument incroyable, très très dur, mais incroyable parce qu'on est le témoin privilégié de toutes ces tractations parfois obscures entre les partis qui veulent tel truc, etc. Donc c'est très intéressant. Et ça a été un grand questionnement, vraiment au moment de passer d'un rôle de backstage, chef de cabinet, à membre du gouvernement, où là c'est toi qui es en première ligne, et qui n'était pas anticipé. Parce que j'en avais jamais discuté jusqu'au jour où on me l'a proposé, et qui n'était pas non plus facile, en tout cas au début, parce qu'en fait, être dans la lumière, mais Thomas le sait bien, t'exposes médiatiquement, t'exposes sur les réseaux, fait que ton agenda... j'ai toujours travaillé beaucoup, mais là, tu travailles beaucoup aussi à des moments qui sont normalement réservés à la famille, le soir ou le week-end. C'est un changement de vie. Et donc, c'est un changement de vie. Et donc, c'était aussi le moment où je partage ça aussi avec Thomas. On a des petits-enfants, donc on essaye quand même d'être des papas modernes où on passe un minimum de temps avec nos enfants, où on essaie de les déposer une fois à la crèche, d'être là un peu parfois à 4 heures. Et donc, ça, c'est vraiment un ajustement qui n'a pas été simple.
Et comment t'expliquerais ce job de secrétaire d'État ? Concrètement, ça consiste en quoi ? En fait, dans le gouvernement fédéral, tu as, c'est défini par la loi, 15 ministres. Le Premier ministre, et puis 7 ministres francophones, 7 ministres néerlandophones. Et puis après, tu as un certain nombre de secrétaires d'État. Dans ce gouvernement-ci, on est 4. Et en fait, si tu veux, tu as une fonction qui est équivalente à celle d'un ministre, sauf que tu as des attributions qui sont un peu plus réduites. Et donc moi, j'ai 2 types d'attributions. J'ai la relance, ça c'est vraiment hyper passionnant. En gros, c'est tous les fonds de relance européens. Et on a dû faire un grand plan pour les allouer sur une centaine de projets à travers la Belgique. Et ça, c'est vraiment super, parce que c'est hyper transversal, en fait, parce que j'ai des projets sur la défense avec Ludivine de Donder, des projets sur l'énergie avec Tien van der Straten. Donc ça me permet d'avoir vraiment une espèce de rôle transversal, avec en plus le fait que quelque part, c'est toi qui décides de comment tu alloues les thunes. Donc, ouais, parce que quand tu dis finalement que c'est... Enfin, on va parler un peu du plan de relance, mais tu dis que c'est des matières qui sont peut-être moins importantes. Ici, avec le plan de relance, c'est pas vraiment le sentiment qu'on a finalement, parce que comme tu dis, t'as quand même une matière qui est très très transversale. Ouais. Finalement, tu travailles avec tous les ministres, d'autres n'ont pas... Oui, et puis il y avait un contexte qui est le contexte tout à fait. Sortie de Covid, où il fallait vraiment relancer la machine, donc ça donnait une certaine centralité. Et non, c'est passionnant, et en plus, moi j'adore travailler en équipe, et donc ça te permet d'être un peu sur différents dossiers, donc c'est très chouette. Comment ça s'est passé ton arrivée ? Parce que bon, t'arrives jeune, PS, t'es là aux négociations, et puis hop, comment ça se passe le premier rassemblement du gouvernement fédéral après la photo voilà, tu rencontres quand même des caïds, que ce soit wallons ou flamands, qui sont vraiment des mecs qui font de la politique. Je pense Alexander De Croo, c'est des gars qui font de la politique depuis des années. Comment c'est arrivé ? Est-ce qu'on te fait ressentir que t'es le petit nouveau ? Est-ce que tu es accueilli en mode on va t'épauler ? Comment ? Mais en fait, tu sais, on a tous fait des stages ADEPS quand on est gosse. Hein. Et donc, quand tu arrives le lundi matin à un stage ADEPS, et à la fois, tu es super excité d'être là parce que tu es trop content de ton stage multisport. Et d'un autre côté, tu connais pas les autres et tu as l'impression qu'il y en a qui ont les nouvelles Nike Air toute classe. Et toi, t'arrives. Ouais, et puis toi, il y a des gars qui sont au stage depuis des années. Ouais, exactement. Et t'as toujours celui qui est dans son club semi-pro et qui vient faire un stage juste pour dire deux, et puis que tu le vois directement, il prend la balle et je suis parti. Mais donc c'est un peu le même sentiment que t'as. Tu vois, à la fois t'es super excité, mais à la fois t'as beaucoup d'appréhension. Tu sais qu'il y a des caïds alors que toi t'es un petit nouveau. Je pense que moi, ce qui était un peu plus facile, bon, on est une équipe PS qui est très soudée, oui, avec Karine Lalieu, Ludivine de Donder et Pierre-Yves Dermagne. Et 2, moi j'avais l'avantage, si tu veux, au début, la seule truc qui t'unit, c'est l'accord de gouvernement. Mais comme j'avais été avant chef de cabinet du président Magnette et que j'avais négocié l'accord de gouvernement, ouais, tu connaissais j'étais peut-être bien, celui ouais, avec Alexander De Croo qui le connaissait mieux. Donc en fait, j'étais le petit bleu, mais sur le contenu, je touchais un peu, quoi. Et même si c'est vrai que t'as tout à apprendre, et c'est ça qui est génial dans ce métier, c'est que j'apprends énormément tous les jours, quoi. Et justement, ce plan de relance, si tu devais nous l'expliquer en quelques mots, comment finalement vous avez monté ce plan, pensé, et comment aujourd'hui vous allez le mettre en œuvre? Ouais, mais donc le plan de relance, la raison d'être d'un plan de relance, c'est de se dire, en fait, l'économie a connu le plus grand choc qu'elle a jamais connu depuis la Seconde Guerre mondiale avec le Covid. Et moi, en tant que socialiste, quelque part, il y a quelque chose de beau là-dedans, parce que c'est se dire, à un moment, on a reconnu que l'impératif de santé publique, protéger la société, protéger les populations les plus fragiles, y compris nos aînés, est plus important que continuer l'économie. Et donc, on a mis l'économie sur pause. Tout l'enjeu, c'était en fait d'avoir une politique de relance, à la fois via le chômage temporaire, etc., qui évite à des entreprises de fermer, mais aussi de redonner un coup de boost à l'économie via des investissements pour qu'elle reparte sur des bonnes voies. Et ça, on le fait à travers de projets d'investissement et à travers de mannes financières qui viennent de l'Europe. Et donc, moi, mais ça aussi, c'est vraiment un peu un projet vraiment passionnant où, en fait, moi, dans mon équipe de relance, on est 5. À mon avis, il y en a un qui est un peu plus âgé que moi, mais on a tous entre 30 et 40. Et on avait 6 milliards de fonds européens. Et on avait 3 mois pour écrire un plan.
Et donc, on a vraiment rassemblé tout le monde, les Wallons, les Flamands, les Bruxellois. On a dit, tiens, c'est quoi les priorités? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un truc un peu qui a de la gueule au niveau belge, qui soit un peu cohérent? Et pendant 3 mois, on a travaillé comme des chiens, mais on a atterri sur notre... Est-ce que tu le compares au plan catch, mais à l'échelle de la Belgique? Mais c'est pas la même chose, parce que bon, les moyens sont... Bien sûr, mais je veux dire, dans la manière dont tu l'as monté, quand tu me l'expliques... La dynamique était un peu similaire. La dynamique était un peu similaire. C'est le fait de se dire, écoutez, on va un peu repartir d'une page blanche, on va regarder ce qui est faisable, et surtout, on va essayer de mettre une dynamique positive et de montrer qu'il y a moyen de faire des choses. Tu es une jeune personnalité politique. Est-ce que tu dirais que c'est une facilité, donc par exemple pour comprendre les enjeux de la nouvelle génération, ou bien une difficulté pour être, comme on le disait, être confronté aux anciens, aux caïds? Je dirais que le gouvernement dans son ensemble est relativement jeune. Hein. Je pense que tu as le plus âgé, c'est Frank Van den Broek, qui doit avoir 60, 61. Le Premier ministre a 46. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que tu te sens... Bon, la notion de jeunesse, c'est toujours relatif, parce que c'est vrai que je t'avoue que là, j'étais la semaine passée avec des gars qui m'expliquaient des trucs sur les NFT, les cryptos et tout. Je me suis dit, mais j'ai quel âge, moi, ici? J'ai l'impression d'être complètement vieux. Mais c'est vrai que, notamment sur l'enjeu environnemental et sur le fait de dire, en fait, tu prends pas les mêmes décisions. Tu prends pas les mêmes décisions, tu vois. Je sais que Thomas aime bien Orelsan, mais il y a ce truc de... Mamie a 90 ans, Mamie votre marine, elle a 90 ans, elle a 3 ans à vivre, tu vois. Il y a un peu cette question de dire, en fait, la question environnementale, tu la regardes pas de la même façon quand t'as 20 ans ou 30 ans que quand t'as 80 ans. Parce que tu te dis, tiens, moi, je dois encore vivre dans un monde qui va être, insupportable. Moi, ici, le fait d'être papa, en fait, ça éveille quand même vachement ma conscience environnementale, où tu te dis, tiens, mais quel monde on risque de laisser si on s'active pas. Et donc t'as différentes sensibilités en fonction de ta génération, c'est clair. Tu le dis toi-même, tu es papa, jeune papa, donc comment tu arrives à concilier tout ça finalement? Parce que comme tu dis, c'est un changement de vie, comment ça se passe, les enfants, comment tu arrives? Parce que finalement, on prenait juste l'exemple d'hier, l'anecdote, je devais te voir, on s'est croisé à 8h30, tu déposais ta fille à la crèche, tu partais à Bruxelles, tu revenais pour travailler à Charleroi 2 heures, tu repartais à Bruxelles parce que tu étais sur le studio de la RTB. Donc hier, c'est ton seul moment, je veux dire, avec ta fille, c'est le moment où tu la déposes à la crèche. C'est vrai qu'on fait partie d'une génération... Je pense qu'il y a 20 ans, enfin, 30 ans, un homme qui faisait de la politique... Il se posait pas ces questions-là. Et que nous, et c'est très, très, très bien, moi je pourrais pas vivre en voyant pas mes enfants, mais moi je suis pas du tout à 50-50 dans mon couple, loin de là, mais quelque part j'ai l'impression qu'être un papa moderne, tu te dis tiens mais je dois être, quelque part c'est normal et que je dois être à la maison et c'est important pour moi d'avoir un équilibre avec mes enfants, et donc c'est vrai que c'est pas simple, c'est vraiment, j'ai la chance d'avoir une compagne fantastique qui est hyper organisée. Et donc, on fait vraiment notre session du dimanche soir, c'est la session la plus importante de la semaine. C'est l'organisation. Un quart d'heure où on regarde l'agenda. Là, tu déposes, là, tu reprends. Là, tu repasses 1 heure à la maison pour dire bonjour. Pour dire bonjour, changer 3 langes, donner une panade, et puis après, tu repars sur un plateau TV. Donc, il faut vraiment être une machine d'organisation. Et la machine, c'est plutôt elle. C'est plutôt elle. Et t'as toujours l'impression que tu marches sur un fil, tu vois. Toute ta vie est organisée, tu marches sur un fil comme un équilibriste. Et puis, tu dois pas déraper, quoi. Donc, tu dois pas te dire, bon... C'est triste, moi j'ai plutôt un côté gain d'ailleurs festif, etc. Mais je sais que quand je dérape un jeudi soir, je reste 1 heure de plus et je bois 3 bières en plus. Le lendemain, tu tombes de ton fil, quoi. Donc, tu dois vraiment être hyper... Un peu comme un sportif de haut niveau, concentré sur ton truc. Et ton agenda, c'est ton fil rouge et tu le suis, quoi. Justement, t'en parlais, un agenda assez chargé. Comment tu décrirais une journée type dans ta vie? Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves le matin? Où est-ce que tu vas? Tu parlais, tu vas à Charleroi, tu reviens à Bruxelles, etc. C'est quoi une journée type dans la vie d'un secrétaire d'État? En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Il y a plutôt, je dirais, si je le vois sur une semaine type. Et comment on organise la semaine? En fait, tu as des moments qui sont des moments fixes. Par exemple, le jeudi après-midi à la Chambre, où tu dois discuter avec les parlementaires de tes textes, de tes travaux. De temps en temps, tu as une commission le mercredi matin, et le vendredi, Conseil des ministres. Ça, c'est les moments fixes. Et puis après, moi, j'essaye d'avoir des récurrences dans la semaine, c'est-à-dire que j'essaie d'avoir une journée où je reste à Charleroi. C'est souvent le mardi.
où là, je m'occupe de toutes les affaires de la Fédé. On a plein de projets hyper chouettes avec l'équipe du bureau de la Fédé. J'essaie d'avoir des moments fixes où je dépose des filles à l'école. 3 matins, je dépose des filles avant de partir à Bruxelles. Et t'es aussi beaucoup sollicité par, je veux dire, sur des dossiers spécifiques, des entreprises, des centres de recherche. Et j'essaie aussi une demi-journée par semaine de faire une visite de terrain. Donc d'aller voir une entreprise ou une association ou un projet du plan de relance. Donc c'est plutôt sur une semaine globale que j'essaie d'avoir des équilibres. Et idem le soir, j'essaie d'avoir un jour par semaine où je rentre. Parce que j'ai appris qu'en fait, soit tu rentres tôt suffisamment pour voir tes enfants, ou soit tu rentres super tard et tu t'en fous de cramer ta soirée. Mais quelque part, si tu rentres tous les jours à 9h, tu vois pas tes enfants, ta compagne est énervée parce que t'es quand même pas vraiment là et t'es trop tard pour souper, etc. Et donc je préfère me dire, bon, un soir je suis vraiment tôt pour voir les gosses. Ou c'est 5h ou c'est 23h. Exactement. Et donc j'essaie d'être un soir par semaine vraiment tôt, et le vendredi aussi, 6h. Et puis les 3 autres soirs, je les crame et je reste bosser au boulot, ou je fais les trucs de réception, ou des trucs comme ça. Mais... Donc c'est sportif. Alors... Tu m'as dit une phrase quand on s'est vu lors d'un déjeuner qui m'a vraiment interpellé et qui résonne et qui m'a vraiment même fait réfléchir dans ma vie. Tu attires ma curiosité, Thomas. Et voilà. Tu m'as dit, tu sais, moi, dans ma vie, je veux m'amuser. Dans le sens noble du terme, de dire pas t'amuser dans le sens festif, mais tu m'as dit, dans ma vie, je veux m'amuser. Est-ce que tu t'amuses aujourd'hui dans ton boulot? Est-ce qu'on peut se dire que aujourd'hui c'est vraiment un moment où tu te dis, ouais... pour expliquer, c'est pas de se dire, je m'amuse, j'aime faire la fête. C'était de dire, moi, je veux m'amuser dans ma vie de tous les jours. Et ça m'a vraiment interpellé. Et j'ai changé des choses depuis lors en me disant, mais en fait, c'est lui qui a raison. Et toi, est-ce que tu t'amuses? Oui, franchement, vraiment. Et je pense que tu sais, dans la vie, on a peu de certitudes. Il y a 2 certitudes qu'on a, c'est, bon, sauf révolution technologique, mais on va vivre une période finie, 70, 80, 90 ans, et on va passer une partie importante de cette période de vie à travailler. Et quand tu vois, même dans une semaine normale, en fait, la plupart de tes heures éveillées, tu les passes à travailler. Et donc, c'est au-delà de l'amusement, c'est la notion de plaisir. C'est qu'en fait, il faut kiffer ce qu'on fait. Et j'ai l'impression que quelque part, on ne fait bien que ce qu'on aime faire, et on aime faire que ce qu'on fait bien. Et donc, dans la vie, et souvent je vois des jeunes qui sont soit en fin de secondaire, soit en fin de du NIF ou autre, ils me disent, qu'est-ce que je dois faire de mon orientation, etc. On m'a dit que c'était intéressant ou porteur de travailler dans tel secteur, etc. Je leur dis toujours, la base, c'est le kiff. Fais un truc que tu aimes. Et si tu aimes quelque chose, tu le feras bien. Et donc, moi, c'est vraiment cette notion de plaisir. Moi, bon, oui, il y a des trucs qui m'emmerdent un peu dans mon boulot, etc. Mais de façon générale, j'aime bien ce que je fais. Et surtout, j'aime bien ce que je fais parce que j'aime bien les gens avec qui je le fais. Et j'essaie chaque fois, que ce soit dans tous mes boulots, de m'entourer de collaborateurs qui sont des gens qui partagent cette notion de dire... c'est pas parce qu'on fait des choses très sérieuses qu'on doit nécessairement être très sérieux. On doit faire du travail sérieusement, mais sans être prendre au sérieux. Et on doit créer des dynamiques humaines qui fait qu'en fait, t'aimes bien voir tes collègues, leur claquer la bise le matin, le jeudi soir aller boire un godet et ventiler à la machine à café quand t'as un autre ministre qui t'énerve, quoi. Et donc, oui, j'aime bien ce que je fais. Et si demain, tout s'arrêtait, tu te verrais où? Honnêtement, ça c'est très compliqué. Je sais pas si je ferai de la politique toute ma vie. Je fais de la politique tant que ça m'amuse. Pour le moment, ça m'amuse énormément, donc je suis ravi de le faire et ravi de me projeter. Mais j'ai toujours plein de projets. Voilà, hier, je discutais avec un entrepreneur qui lance des serres de vertical farming, tu vois. Donc, et qui dit, c'est génial, on pourrait lancer ça à côté d'usines, sur des terrains vagues à Charleroi, où tu peux récupérer de la chaleur pour tes serres, etc. Et je suis là, wow, c'est vraiment génial. Et je me dis, bon... Tu vois, si j'arrêtais, en fait, je pourrais dire, tiens, je reprends un projet entrepreneurial. Donc oui, plutôt, je dois relancer un projet entrepreneurial ou avec des projets associatifs sur le côté, etc. À ce stade-ci, ça m'amuse ce que je fais, donc tant qu'on s'amuse... Il n'y a pas de plan défini, quoi? Non, pas du tout. On va maintenant passer à la dernière interro-surprise de la saison. Donc, tu as, je suppose, un peu regardé les épisodes précédents pour te préparer, hein. Et on va commencer par la première question. Est-ce que tu te sens plutôt Carolo, wallon, belge ou européen? Une seule réponse valable, hein. Sinon c'est pas drôle. Je vois le petit sourire en coin. Non. J'ai déjà souri en l'écrivant, donc... Carolo.
Le projet dont tu es le plus fier? D'un point de vue perso, c'est de jusqu'ici, d'avoir construit cette relation super stable et qu'on nourrit au quotidien avec ma compagne et nos 2 petites filles. Ça, c'est vraiment le... Tu vas gagner des points aujourd'hui. Parce que hier, sur la RTBF, tu n'as pas été ici avec ta compagne. Ici, je te fais des passes décisives pour... Quand je dois parler de pension et de taxes sur les gros patrimoines, c'est plus difficile de faire une déclaration à ta femme, comme ça. Mais... et sinon... Il n'y a pas de sinon, c'est une bonne réponse sinon. Non, hein. c'est ça, et sur Charleroi, je pense que la dynamique qu'on essaie de remettre en place avec les gros industriels, oui, dans le bas de la ville, maintenant on commence un peu sur la zone de la Porte Ouest, etc., qui est vraiment le berceau industriel de Charleroi, la zone des ASEC, et de se dire, écoutez, il n'y a pas de fatalité, ça va nous prendre 10 ans, mais on va commencer à faire revenir des boîtes à proximité du centre-ville de Charleroi, on va former des jeunes dans ces métiers technologiques de l'avenir, parce que c'est des métiers importants aussi pour la transition verte. Et ce sera sans feu d'artifice, ça va prendre 10 ans, mais on va y aller progressivement, la dynamique avec Assiska, etc. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'espère continuer à travailler, mais qui s'amorce bien, et on peut être... c'est pas un travail personnel, hein, il y a 50, 100 personnes qui travaillent sur ce projet-là, mais c'est une belle dynamique. Qu'est-ce qui est plus difficile, dire non à Paul Magnette ou dire non à une de tes filles? Écoute, ce matin... Le short vert que j'avais choisi était pas dingue par rapport à la jupe rose. Je t'avoue que c'était difficile. Ça a été une négociation très compliquée. Ça a été plus compliqué que les questions institutionnelles à la table. Je peux comprendre. Tu fais quoi quand t'as un coup de blues? Je cours. Je suis pas... J'ai fait énormément d'athlétisme quand j'étais jeune, à Châtelineau. J'ai gardé d'ailleurs des super bons copains. Et maintenant, je ne suis plus du tout affûté, mais je cours encore, je dirais 2-3 fois par semaine. Vraiment juste comme ça, mais quand j'ai un coup de blues ou quand je suis vraiment crevé ou autre, je prends un basket, je pars juste une demi-heure autour du quartier et ça me remet complètement... Ça te vide la tête, quoi. Ça me vide la tête et ça te relativise sur le sens de la vie et l'importance des choses. Le lieu que tu préfères à Charleroi? Un seul, hein. Bref. J'adore le bois du Casier et tout l'environnement qui est autour. Et notamment parce que j'habite à Mont-sur-Marchienne, et donc c'est vraiment pas très loin. Et donc pour mes joggings, c'est mes petits tours, le terri, le truc, etc. Et je trouve que c'est un lieu qui allie à la fois les racines de qui on est en tant que Carolo, comment notre ville est née, une réflexion par rapport à ça, le côté drame humain, mais aussi qui incarne la solidarité, le brassage culturel de Charleroi. L'âme qu'il y a sur ce site, j'en parlais justement, c'est un site qui a une âme en fait. Mais c'est aussi un site qu'on utilise pour de... Moi j'ai fait, je sais pas, des 5-10 conférences du plan de relance au Bois du Casier, parce que c'est aussi un lieu que de plus en plus maintenant on utilise pour se projeter dans l'avenir, pour réfléchir. La semaine passée, il y avait un dîner du secteur de la construction, il y avait des centaines de personnes qui étaient là. Et je trouve ça unique, quoi. C'est un lieu qui combine à la fois une ADN profonde de qui on est à Charleroi, un lieu de mémoire, mais aussi un lieu d'échange aujourd'hui qui vit, et c'est chouette. La prochaine question, c'était c'est quoi ta prochaine vie, mais tu y as répondu un peu tout à l'heure, donc je vais tourner ça un peu différemment. Si tu n'avais pas fait de politique, tu penses que tu serais où aujourd'hui à l'heure actuelle? Ouais, c'est vraiment... C'est toujours compliqué. Quand j'avais... quelque part, j'ai toujours nourri cet espoir et cette envie de revenir dans ma région natale, ici à Charleroi. Parce que tu as vécu à Londres, il faut le dire, c'est que tu es parti à un moment de travailler. À un moment, je serais revenu. Je ne sais pas comment, ni ce que c'est pour travailler pour une entreprise, etc. À un moment, je serais revenu ici, ne fût-ce que, soyons honnêtes, on sait tous le rôle des grands-parents quand on a des petits-enfants. Tout à fait. Moi, mes grands-parents sont mes parents sont à Charleroi, les parents de ma femme sont à Charleroi, donc c'est aussi pour des raisons de logistique familiale revenir à Charleroi. Logistique familiale très importante dans nos grands-parents sont importants. Boulot. Après, c'est vrai que j'étais juste avant de revenir à Charleroi, on habitait à Bruxelles, je travaillais à Londres. Je serais peut-être resté à l'international, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Le truc, c'est toujours de se dire... T'avais quelque chose de Charleroi dans l'âme, il fallait à un moment donné que... Et puis, encore une fois, la vie est courte, on n'en vit qu'une. Tu peux
Et c'est aussi un message pour tous les... Il y a beaucoup de Carolos, moi je les appelle les Carolos expatriés qui habitent aux quatre coins. Tu vis qu'une seule vie, autant vivre une vie où tu te dis je suis à un endroit où je peux faire une différence et où je peux m'investir à fond. Et Charleroi, c'est ça qui est génial, c'est que c'est un terrain d'expérimentation où tu peux monter des projets, où tu peux... Il y a vraiment une vraie dynamique, c'est une ville qui est ni trop grande, où tu es juste quelqu'un parmi une énorme ville anonyme, mais qui est pas trop petite pour que quand même avoir un changement à une grosse échelle. Ouais, et qui est en mutation, donc c'est un peu la vie de tous les possibles. Et donc moi, c'est vraiment ça que je me suis dit, bon, voilà, c'est toujours compliqué de faire des scénarios, mais ici, je me sens bien, ici, c'est chez moi, ici, c'est près de chez mes parents. Et tant qu'à faire de vivre une seule vie, autant la vivre ici, essayer de changer pour les gens et pour la ville, quoi. Alors maintenant, on veut un scoop, une anecdote politique que tu n'as jamais racontée dans les négociations ou dans quelque chose que tu as vécu depuis que tu es secrétaire d'État, mais on veut un truc que tu n'as jamais raconté. Oh là, ou alors que tu as raconté que à ta femme ou des trucs, mais un truc de se dire, allez, ça c'est un truc qui m'a... Un scoop. Mais la semaine passée, on était au Congo et il hésite de savoir est-ce que je peux la raconter celle-là ou pas. Il faut savoir que j'ai un potentiel forage. Et qu'on est en direct, je te rappelle quand même qu'on est en direct, donc tu peux pas me dire à la fin. Finalement, celle-là, on va pas la mettre. Chaque fois, m'attrape et qui me dit... Ah bah écoute, je vis parfois les mêmes moments où je vois des gens qui se mettent... mais très, très émouvant. En fait, donc, j'accompagnais le couple royal au Congo, qui était d'ailleurs vraiment un voyage hyper... intéressant et aussi émouvant. Tu vois, on a visité des cliniques de victimes de violences, etc. C'était très dur comme voyage. Et le roi Philippe n'est jamais allé au Congo. Enfin, c'était la première fois qu'il allait en République démocratique du Congo. Et donc, on était dans l'avion ensemble. Et au moment où le pilote... j'avais discuté avec le roi dans l'avion, etc., qui me disait à quel point c'était finalement vraiment... émouvant pour lui de retourner d'aller au Congo, parce qu'on en avait beaucoup entendu parler, ça faisait des dizaines d'années qu'il avait été reporté dans ses voyages. Et puis le pilote annonce, nous entamons notre descente vers Kinshasa. Et là, j'ai vraiment vu, mais c'était vraiment émouvant, tu vois, un espèce de fascination dans son visage. Et alors, il met ses lunettes, il y a des photos du roi avec ses lunettes, tu vois, il a des Ray-Ban d'aviateur comme ça. Il met ses lunettes et il va tout seul, vraiment contre le hublot comme ça, et il regarde toute la descente sur Kinshasa, mais vraiment avec des grands yeux comme ça, et tu te dis, mais il y avait quelque chose de presque d'émouvant, parce que ça montrait quelque part la part d'enfant de chacun, et la part d'enfant du roi qui était fasciné comme ça d'arriver au Congo. Je trouvais ça un beau moment. Et justement, je te suis un peu sur les réseaux sociaux, et je vois que tu es quand même assez souvent, tu accompagnes souvent le roi à diverses visites. Il est comment, le roi, quand on le côtoie professionnellement tu lui claques la bise quand tu arrives sur une visite C'est toujours... la fonction exige un certain formalisme. Mais c'est vrai que j'ai dans mes attributions l'autre partie dont on n'a pas parlé, la politique scientifique, où il y a beaucoup de sujets où la fonction royale a un rôle, que ce soit les musées fédéraux, on travaille sur le cinquantenaire, on travaille sur le spatial, on a travaillé sur la question du patrimoine culturel africain. Et donc c'est vrai que c'est honnêtement toujours avec beaucoup de plaisir que le roi suit ces sujets-là et qu'on travaille ensemble. Donc il y a un certain formalisme, mais il s'intéresse vraiment aux questions, et ça peut jouer un rôle très important sur des questions culturelles, sur des questions internationales. La fonction royale est encore très, très symbolique et a un certain poids. On revient sur Charleroi. Qu'est-ce qui manque pour toi à Charleroi aujourd'hui ? Si tu devais dire, voilà, il manque encore une chose. Pour moi, il manque deux choses. Désolé. Hein. Non, mais deux, c'est bien. Bon, le premier, c'est vraiment la réflexion sur l'enseignement supérieur, et accélérer la dynamique qui est balbutiante depuis quelques années, mais qu'il faut vraiment accélérer. J'en parlais encore hier, pour moi c'est le plus gros défi de Charleroi, c'est le développement universitaire et son développement Parce qu'en fait on le voit, si tu compares Charleroi et Liège, bon, Charleroi et les Liégeois on se ressemble, hein. On a un club de foot qui est nettement meilleur que le Standard, mais à part ça c'est le même genre de ville, et d'ailleurs c'est pas un hasard si moi j'étais à l'UNIF à Bruxelles, mes meilleurs potes étaient des Liégeois, parce qu'on avait même... mais pas des supporters du Standard. Non, ils ont des sales goûts en matière sportive, mais bon, ça c'est comme ça. Mais si tu compares Liège et Charleroi, la grosse différence, c'est l'UNIF. À Liège, il y a
et peut-être que des gens qui nous écoutent ont la même expérience, mais à Liège, tu as l'UNIF dans la ville, et donc, à sociologie équivalente, tu as 2 fois plus de jeunes qui entament des parcours d'études supérieures. Et en plus, après, tu as le deuxième effet, c'est qu'à Charleroi, tu as plein de Carolos qui vont étudier à Louvain-la-Neuve, à Namur, à Mons, à Bruxelles. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ? Ils rencontrent leur compagne là-bas, leur employeur là-bas, ils ne reviennent pas. Tout à fait. Et donc, tu as une espèce de dilution des Carolos, ce qui fait que c'est très sympa parce que tu vas un peu partout dans toutes les villes belges, tu as toujours bien un copain quelqu'un qui vient de Charleroi, etc. T'as pas ce côté parfois un peu en vase clos que tu retrouves dans d'autres villes, mais pour la ville, c'est dommage. Donc ça, c'est vraiment un enjeu, c'est de continuer à travailler sur le développement, et pas que des filières universitaires, l'enseignement supérieur, oui, tout à fait. les hautes écoles, etc. La formation. Et il y a de l'excellent travail qui est en cours, mais il faut foncer. Et l'autre sujet important pour moi, c'est de se dire, en fait, honnêtement, la reconversion industrielle de Charleroi est en passe d'être réussie. On recrée des centaines et des milliers d'emplois, pas dans les anciens secteurs, pas dans la sidérurgie, pas un truc, mais dans les biotech, dans la logistique, dans les fabrications industrielles avancées, etc. Mais quand on regarde qui travaille dans ces secteurs-là, en fait, il y a évidemment des Carolos, mais beaucoup de gens qui viennent en dehors. Et donc l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut de nouveau attirer une partie de ces travailleurs pour qu'ils viennent habiter ici et qu'ils se disent, en fait... Charleroi, c'est super parce qu'il y a des bonnes écoles, les gens sont sympas, il y a des chouettes restos, c'est un cadre de vie super intéressant. Et ça, c'est vraiment l'enjeu parce que si tu recaptes des travailleurs, en fait, tu recaptes aussi du pouvoir d'achat, des gens qui vont aller dans les bars, qui vont aller en ville le soir, qui vont aller au resto, qui vont aller au ciné. Et qui payent leurs taxes à Charleroi. Et les je vais à des finances. Alors, Sporting champion ou Diable Rouge champion du monde ? Sporting champion. Je suis content que tu dises ça. Tu l'as dit, mais même sans aucune... Ah non, mais ça c'est 100 fois. Moi, j'ai plein de... J'étais avec un collègue du gouvernement, et j'avais ce petit carnet, ça, tu vois. Il me fait, c'est quoi le point commun entre ton carnet et ton club de foot préféré ? Il me dit, c'est parce qu'il n'y a pas de titre. Et donc ça, c'est vraiment une frustration. Figure-toi que j'étais dans le stade quand il y a eu le... Tu l'as giflé. Tu l'as giflé quand il y a le sujet sur les tâches. Et ouais, non, moi j'ai... T'as enlevé une ligne du plan de relance pour sa ville. Pas ton projet. Mais non, à fond. Et ouais, moi j'ai toujours mon abonnement en T4, ça c'est mon invariante depuis la fin de mon adolescence. Ici, je fais des infidélités. Enfin, j'y suis pas chaque match, mais j'essaie quand même d'aller. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un match avec notre vieille bande de potes en T4. Tu commences au Royal, tu fais un T4 et puis tu finis quand tu finis. Macron ou Mélenchon ? Écoute, honnêtement, quand il s'est lancé Macron en 2016, je trouvais qu'il y avait quelque chose. Ouais, il arrivait comme ça, super frais, etc. Et avec quelque part, tu vois, à la fin du quinquennat d'Hollande, qui était quand même un peu douloureux, des idées que je trouvais intéressantes. Le fait de dire tu peux faire de la politique un peu en cassant les codes, aussi sur le mode de communication, beaucoup plus direct, en bypass. Et d'ailleurs, qui doit forcer les partis aussi à réfléchir, à se questionner. Je veux dire, après, le problème y compris le nôtre. Y compris le nôtre. Et après, le truc de Macron, c'est que c'est vrai que... il est arrivé et en quelques mois, les premières mesures qu'il a fait passer ne sont pas les mesures qui étaient nécessaires pour l'économie française et pour la société française. Et les grandes choses qu'il devait faire, il ne les a pas faites. Bon, on verra s'il les fera dans son deuxième quinquennat. Mélenchon, j'ai des gros problèmes avec la personne. Le gars est dans un délire un peu de personnifié complètement dingue. Je trouve qu'il a des positions qui sont, sur certains sujets internationaux... tu vois, sur la Russie, bien sûr. sur des positions qui sont pas claires, mais par contre je trouve qu'il y a une forme de radicalité qu'il faut retrouver. Tu vois, si tu regardes en France le programme de Mitterrand, qui est un peu une référence socialiste dans le passé récent, en fait tu regardes son programme en 81 sur laquelle il s'est fait élire président versus le programme de, comment est-ce qu'on dit, NUPS ou NUPES, NUPES. En fait, la gauche, le programme socialiste de Mitterrand était beaucoup plus radical. Et donc, je pense qu'il faut, et c'est ça aussi qui a perdu la gauche ces dernières années, retrouver une forme de radicalité. Hier, on était sur le plateau de la RTBF, mais il faut pouvoir reparler, de se dire, oui, il y a un problème avec le pouvoir d'achat, et oui, il faut que ceux qui ont les épaules les plus larges, le 1%, contribuent. Et c'est pas être populiste de dire ça, c'est juste une question de justice sociale qui, dans la société,
existe et fait qu'il y a des gens qui se disent il y a quelque chose d'injuste et donc il y a une colère qui grandit parce qu'il y a une injustice. Un film qui te touche à chaque fois que tu le regardes. Je suis pas du tout de ceux qui vont regarder plusieurs fois un film parce que c'est ton film préféré. Deux trucs que j'ai vus récemment qui m'ont beaucoup touché, c'était Green Book, tu vois, le film avec le musicien afro-américain. Et son chauffeur. Super chouette. Enfin, vraiment, je pleure facilement. Donc, devant ce film-là, j'ai pleuré facilement. Et alors, pour le moment, je sais que je suis hyper en retard, mais je suis en train de terminer Baron Noir, avec Cadmerat qui joue le maire à Dunkerque, dans une ville socialiste. Il y a un peu toutes les manœuvres politiques en France. Et c'est vrai que si tu aimes la politique, Baron Noir, c'est l'extase. Et justement, est-ce que tu es plutôt, quand tu te poses dans ton fauteuil, tu regardes plutôt séries, films, ou alors tu regardes des documentaires sur YouTube? T'es plutôt YouTube ou t'es plutôt télé? Je suis très fiction sur Netflix. Ouais. Autant dans les livres, je lis beaucoup d'essais, mais autant, c'est vrai que quand je me tape là, le soir après, à la télé, c'est Netflix, où chaque fois tu es frustré parce que tu descends et tu dis putain, qu'est-ce que je vais regarder aujourd'hui? Mais non, il y a des trucs top. Là, j'ai vu hier que. Allez, comment ça s'appelle? Peaky Blinders, ça va recommencer. Ah, bah je l'ai commencé il y a quelques jours. Je suis un peu déçu, donc je te spoil pas, mais pour moi, c'est pas la meilleure. Mais voilà. Mais ils ont mis juste le premier épisode ou ça? Non, tout est mis. La saison, okay. Ouais, tout est mis. Un projet dont tu aurais voulu avoir l'idée? Je pense le quartier du futur à Marchienne. On n'a pas eu l'idée. Enfin, on l'a poussé à fond dans les négociations avec le bourgmestre Magnette et on pousse à fond pour que ça arrive. Mais l'idée venait pas de nous, c'était une idée qui venait de nos amis de la Défense. Et c'est un super projet. L'idée de se dire, en fait, j'ai des friches industrielles là, on va réimplanter, on va remettre des quartiers militaires, donc des bases militaires dans les cœurs urbains pour essayer de faire venir des jeunes, pour que les militaires, après, ils aillent boire un coup dans les bars à côté, que ça fasse revivre une vie. Je trouve ça une super idée. Et c'est vraiment une chance pour Charleroi d'avoir ce genre de projet sur des friches industrielles qui sont en friche depuis plusieurs décennies. La personne que tu rêverais de rencontrer? Pas niveau belge, hein. Tu peux vraiment... Une personne, si on te disait, voilà, tu as le droit d'en choisir une. Ouais. Je sais pas si elle est connue, elle commence à être vachement connue, mais Alessa Ocasio-Cortez. Je sais pas si la députée américaine. C'est une députée américaine démocrate qui est super jeune, qui était... bon, il y a un peu des mythes, mais bon, le mythe, c'est qu'elle est passée de barwoman dans un bar dans un quartier de New York à députée démocrate. Il faut la suivre sur les réseaux, c'est AOC, donc Alessia Ocasio-Cortez. Pour moi, c'est la meilleure politicienne qui existe sur Terre. Hyper à gauche, hyper engagée, mais sur des thématiques très très modernes liées à l'émergence des nouveaux métiers uberisés qui font que des jeunes travaillent sans couverture sociale, liées au fait que la transition doit être une transition sociale et pas une transition de bobo où chacun doit acheter une voiture électrique, etc. Et donc, franchement, honnêtement, sur le fond, c'est hyper puissant. Et sur la forme, en termes de contenu, réseaux sociaux, etc., c'est juste... Ouais, c'est une machine. C'est une grande communicante. Elle avait fait notamment le buzz en faisant un live sur Twitch. Donc, où elle a fait du gaming sur Twitch. Et chaque fois, on avance de face sur tout. Franchement, c'est très impressionnant. Oui, c'était il y a presque 2 ans. Donc, là où maintenant beaucoup le font, elle l'a fait avant tout le monde, quoi. Ouais. Donc, vraiment balèze. Et la personne d'un autre parti que tu préfères? Et pas vos Reut, hein. Sinon, c'est trop simple. Quoique c'est intéressant aussi, un Connor Rousseau, ce qu'il fait chez vous. Ouais, non, tout à fait. Au niveau communication. Au niveau communication, c'est très fort. Écoute, ici à Charleroi, je trouve que les deux sèche-fins qui sont non socialistes, donc Éric Goffard et Xavier Desgain, je trouve font vraiment du travail intéressant et de qualité, que ce soit Éric Goffard sur les voiries, que ce soit Desgain sur la mobilité. Je trouve que on a vraiment de la chance de les avoir. Je trouve ça, c'est au niveau local. Même si je ne travaille pas en direct dans le collège comme toi, Thomas, je trouve qu'en tout cas de l'extérieur, ça donne l'image d'une équipe soudée qui font du bon boulot et c'est très positif pour Charleroi. Et au niveau régional, fédéral, je trouve que Jean-Luc Cruc, d'un point de vue personnel, j'ai la chance de le connaître, est super. Et
C'est bien qu'ils mettent un peu d'animation chez nos amis chez nos voisins. Chez nos voisins libéraux. Et je trouve que sa ligne politique est vraiment intéressante sur l'aspect libéralisme social, oui, tout à fait. la transition écologie, ouais, bien sûr. Et je suis curieux de voir la suite. Les prochains mois. Alors, on arrive à la dernière question de cette émission. C'est une question qu'on pose à chacun de nos invités. L'émission s'appelle Le Break. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu fais un break? C'est quoi ton break idéal? Un moment comme ici, sauf que d'habitude, c'est pas avec une tasse de café et c'est avec une bière. 8h30 du matin. Mais parce que la bière à 8h30, ça me fait mauvais genre. Je sais qu'on est mais non, mais en fait, juste le problème quand t'es en politique, je sais pas si c'était ça, mais c'est qu'on te parle tout le temps de politique. Ah oui, ça, je t'ai vu à l'intérieur là et c'était bien, il t'aurait dû dire ça, et qu'est-ce que tu penses de ça, et machin. Donc juste se retrouver quelque part, la base, quoi, tu vois, soit des amis politiques, mais pas parler de politique, ou le mieux, c'est vraiment les vieux copains depuis toujours ici. Tu reprends un verre, tu tapes la carte, ou tu rigoles, ou tu trucs, et que tu es complètement dehors. Pour moi, ça, c'est le break. Donc, il y a une dimension sociale, parce que je trouve que c'est ça, les moments qui font la saveur de la vie, qu'on a avec les amis, qu'on a avec la famille. Et tu te reprojettes en enfance, ou tu te reprojettes à un moment où tu es en dehors de ta sphère professionnelle. Allez, Thomas, merci beaucoup pour ce dernier break de qualité. Avec plaisir. Le dernier de la saison, en plus. Le dernier de la saison, le 14e, je pense. 14e, c'est déjà la 14e émission. On avait commencé en janvier. Non, pas en janvier, en décembre. On a commencé en décembre. Décembre 2021. Donc voilà, on clôture cette première saison du break avec toi, Thomas. Merci à vous, en tout cas. Et je rappelle d'ailleurs à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez nous retrouver aussi sur Spotify en podcast, donc, et sur toutes les plateformes podcast possibles et inimaginables sur le net, en replay sur la page Facebook de Thomas. Et on se dit à l'année prochaine. On se dit au mois de septembre et je vous préviens déjà, petit scoop, c'est qu'on lance une autre émission pendant les vacances. Donc on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Bonnes vacances à vous tous. Au revoir. Merci et bravo pour le boulot.